Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Stéphanie, je suis hyper heureuse de te recevoir. Tu es ma première invitée dans mon podcast et ça me fait très plaisir. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire régulièrement pour pouvoir présenter des femmes formidables qui œuvrent pour les autres femmes. C'était ça. En fait, on s'est rencontrés via un challenge. On s'est rencontrés sur Internet finalement. Et vraiment, j'ai tout de suite aimé ton univers, ce que tu proposes. Je trouve qu'on est vraiment dans la même, alors on le fait de façon différente, mais dans la même envie d'aller aider, soutenir les femmes vers leur empuissancement, en fait, vers leur espace de puissance et de rayonnement. Donc, j'aimerais déjà que tu puisses te présenter. Qui es-tu, Stéphanie? Raconte-nous tout. Bonjour Estelle, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être à tes côtés. Qui je suis? Je suis Stéphanie Routurier. Je veux dire qui je suis aujourd'hui et puis je t'expliquerai pourquoi je suis devenue cette femme-là. Avec plaisir. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui sont dans des situations de couple compliquées, crise de couple, au bord de la rupture ou même une rupture qui est actée. Et moi, je les accompagne à se reconstruire, à révéler leur puissance, à révéler la femme avec un grand F qu'elles sont et à prendre conscience que même quand le couple va mal, on peut être heureuse, on peut avoir des projets, on peut redonner du sens à notre vie, on peut reprendre le contrôle de notre vie. Donc ça, c'est qui je suis aujourd'hui. Et j'en suis arrivée là il y a bientôt 11 ans finalement maintenant. Naissance de ma première fille, dépression postpartum, et puis crise dans mon couple. Et je dis souvent que quand j'ai accouché de ma fille, j'ai accouché de moi. Tout simplement parce que je me suis rendu compte, alors avec du recul et un intense et profond travail sur moi, que pendant des années, je portais un masque. Pendant des années, je ne savais pas qui j'étais. J'essayais de trouver des repères à droite, à gauche en me disant « Ah ben ça doit être ça, une femme, elle doit faire ça. Ah ben une femme en couple, elle doit faire ça. Une maman, elle doit faire ça. » J'essayais de trouver des points à quoi me raccrocher en me disant bah, « C'est comme ça. En fait, il faut être comme ça. » Et j'avais aucune idée de qui est-ce que moi j'étais, à tel point que quand j'ai donné naissance à ma fille, qui je suis est arrivé en même temps avec la dépression. Et donc, pour moi, quelque chose qui est essentiel et qui est la raison de pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui, c'est qu'on manque en tant que femme, on manque dans notre société aujourd'hui. Pourtant, on a une société qui est développée, on a beaucoup de choses qui sont faites pour nous, mais on essaie en tant que femme de trop rentrer dans un moule. On se cache, on se diminue, on se dévalorise. Et en fait, on en arrive à des points où on se rend malade, où on se rend triste, on a des vies qui ne nous rendent pas heureuses. Et je suis passée par là, j'ai vu l'autre côté du chemin, et c'est tellement important pour moi de vous dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, on n'est pas là, on n'est pas des tartes, on ne rentre pas dans des moules, on est là pour être heureuse, on est là pour créer la vie qu'on veut, qui qu'on soit, osons nous affirmer, c'est ça qui fait qu'on crée la vie qui nous correspond, c'est ça qui fait qu'on est la plus cohérente avec nous-mêmes. C'est une présentation un peu vaste, mais voilà, c'est ce qui me venait. Oui, de toute façon, voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez libre et d'assez spontané pour ce podcast. Donc, c'est super, j'adore. Enfin, voilà, moi, ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis. Alors, je n'ai pas du tout vécu la même chose que toi, évidemment, mais je trouve que ce qui peut relier beaucoup de femmes, c'est
toutes ces injonctions finalement sociétales et familiales avec lesquelles on grandit et qui nous font nous mettre dans ces cases, dans ces fameux moules à tarte, comme tu as dit, ou aussi on a des choses préconçues, une femme, ça doit faire ci ou ça doit faire ça. Et en général, une femme, ça doit se taire, ça doit être bien gentil et ça doit obéir. Et la problématique, elle est là. Alors moi, voilà, j'appelle ça aussi toutes ces déconstructions patriarcales, parce qu'on est dans un système patriarcal, et que j'ai l'impression que ça, on le trouve énormément dans la relation. Et comme toi, tu l'as exprimé dans le couple, ce que toi, tu as pu vivre dans le couple. Bon, puis après la naissance de ta fille, mais cette espèce de désarroi où on fait un peu tout bien, comme on nous dit qu'il faudrait faire. Et puis un jour, on se rend compte que on est peut-être à côté de qui on est, à côté de notre vie réelle, et que la problématique, c'est pas l'autre, c'est nous. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, typiquement pendant ma dépression, mon couple allait mal et je jetais la faute sur mon mari. Je disais, mais en fait, il m'intéresse pas, il fait rien pour me valoriser, pour qu'on crée du lien, pour m'intéresser. Et je voyais en fait, je ne voyais que ses défauts et surtout, je voyais ce qui me manquait, c'était forcément sa faute à lui. Et en réalité, c'est tellement pas ça. Je l'ai compris. Je me souviens du jour où j'ai eu mon déclic, que je me suis dit, en fait, Stéphanie, tu ne peux plus continuer à souffrir. Déjà, c'est la base de la base. Tu ne peux plus continuer à souffrir. Ton couple n'ira pas plus mal, en fait. Bon, agis pour toi. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me dire, OK, de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je peux être? Qui est-ce que je peux être? Qu'est-ce qui me correspond dans ma vie? Est-ce que j'aurais des projets? J'ai pas d'amis. J'ai vraiment reconsidéré ma vie. Et là, je me suis rendu compte que, OK, mais en fait, bizarrement, comme moi, je commence à aller mieux, mon couple, ça va mieux. En fait, je le retrouve beau. C'était un coup de foudre. C'était mon amour depuis mes 17 ans. Et tout d'un coup, cette chute, ce dégoût que je pouvais avoir a disparu parce que je commençais à reprendre confiance en moi. Je commençais à me laisser la place d'être qui j'étais. Et c'est vraiment ça qui, au fur et à mesure, a fait qu'en fait, non, ce n'était pas le problème de mon couple. Il était fantastique, mon mari était fantastique. C'est moi qui, pendant trop longtemps, ne m'étais pas autorisée à être moi-même. Et c'est terrible. C'est terrible. Et j'en vois tous les jours des femmes comme ça qui ont honte. Il n'y a pas de honte à avoir, il y a juste s'autoriser à être nous-mêmes. Et moi, je dis toujours que quand on s'aime vraiment, on aime mieux les autres, mais les autres nous aiment pour qui on est vraiment. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant, c'est là où vraiment tout change. Ah oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que j'allais te dire par rapport à ce que tu nous confies là. C'est vraiment à partir du moment où toi, tu as retrouvé finalement de l'amour pour toi-même, de l'estime pour toi-même, où au lieu d'aller servir Pierre-Paul ou Jacques et de pas être content parce qu'effectivement, tu n'as pas de retour de ce que tu fais, tu t'es servi toi-même, tu t'es mis à la première loge. Et là, en fait, ton extérieur, ta vie extérieure, c'est ton filtre qui commence à changer. Parce que l'autre, en fait, les autres, c'est des miroirs aussi de nous-mêmes. Et qu'à partir du moment où on commence à faire ce travail dont tu parles, de se reconnecter à soi, de quoi j'ai vraiment envie, moi, je prends des temps. En fait, c'est tout con, mais il y a plein de femmes, moi je vois plein de femmes, elles ne prennent pas de temps pour elles. Jamais, jamais, jamais. Leur emploi du temps, il est occupé par l'extérieur, par les autres, que ce soit le mari, les enfants, le travail. Elle se surcharge et comme tu le dis, en fait, elle s'oublie totalement. Et l'idée, c'est de ne pas s'oublier, vraiment de commencer à restructurer. Enfin, moi, j'ai l'impression, parce que c'est des habitudes, on ne s'en rend pas compte déjà. Très souvent, avant d'arriver au point de rupture dont tu nous parles, c'est vraiment des choses dont on ne se rend pas compte. On est totalement dans le métro boulot dodo. Puis parfois, on a l'impression que c'est même bien pour nous. C'est ça qui est quand même dingue. Et après, quand on commence à prendre du recul, on peut aller vers ces zones d'amour et d'amour pour soi. Et plus on s'aime, plus on est en capacité d'aimer les autres. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est j'ai toujours cette vision où quand j'étais encore en CDI, je n'avais pas longtemps de pause entre midi et deux, mais je rentrais chez moi faire le ménage.
Et je mangeais en vitesse parce qu'il fallait que ma maison soit propre. Pourquoi? Parce que pendant Wow. toute mon enfance, le samedi, c'était obligatoire, c'était le ménage. On faisait rien si la maison était pas propre. La maison a été toujours nickel, d'accord? Maman, c'est une vraie maniaque en plus. Mais parce que j'ai grandi comme ça. Et puis, bah, comme j'avais pas de. Je me posais pas la question. Pour moi, la maison, il fallait qu'elle soit nickel, il fallait que le repas il soit prêt, il fallait que quand on avait de la famille qui venait, parce qu'on habitait à 3 heures, à 300 km de chez eux, de chez nous à la base, bah, quand ils venaient, il fallait entrée, plat, dessert à chaque repas. Je n'avais pas de vie. Et c'est ça qui est fou, c'est que je peux te dire que le avant-après, c'est une grosse claque, d'où la dépression. Mais j'en avais tellement besoin pour me dire, mais aux cocottes, là, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas le sacrifice. La vie, c'est pas vouloir faire plaisir aux autres. La vie, c'est ce que toi, tu as envie, en fait. Et ce que ta tête, elle te raconte, bah, moi, j'appelle Tata Janine. La petite voix dans la tête, je dis, c'est Tata Janine, mais ne l'écoute pas, en fait. Elle est bidon, elle ne raconte que des bêtises, en fait. Toi, tu es une bombe atomique, là. Tu as envie de quoi? C'est ça. Tu as envie de quoi? Fais-le. Tu feras le reste après. Tu seras en meilleure composition là, pour faire le reste après. Oui, exactement. Mais moi, voilà, moi j'appelle ça l'archétype de l'esclave. Dans mon système de travail, on travaille sur des archétypes de l'ombre féminine. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est le premier archétype où effectivement, de toute façon, on attend ça d'une femme. Qu'elle ait un boulot à l'extérieur ou pas de boulot, en fait, on attend qu'elle tienne sa maison, elle accueille ses hôtes. C'est quand même vraiment hyper ancré en nous. Qu'on le veuille ou non, en fait, à différents degrés, mais en fait, quand on commence à regarder, à prendre un peu de hauteur, pour les femmes qui écoutent, prenez de la hauteur. Est-ce que vous êtes dans cet engrenage-là? Est-ce que vous êtes dans ce truc de ah mon Dieu, c'est pas propre, il faut absolument que je nettoie, il y a la famille qui arrive, ou ah non, là, c'est pas possible, il faut qu'on ait vraiment la maison ultra nickel, sinon on n'est pas bien. Bah, en fait, peut-être qu'il y a un truc qui traîne et alors? Parce que peut-être que vaut mieux laisser traîner un truc et aller se faire plaisir, aller se faire une balade, aller se faire une sortie, aller se faire un ciné et se nourrir de l'intérieur, en fait. Et ça, je pense qu'on est tous dans cet engrenage. Hein. Qu'on lutte ou pas, il y a vraiment ce truc-là, plus cette injonction où c'est vraiment la femme qui doit tenir le foyer. Hein. Et tu le vois partout. Tu regardes la télé, tu regardes les livres, tu regardes tout. La femme, même si on a quand même maintenant cette espèce d'élan où on réveille les consciences, j'ai envie de dire, mais c'est encore infime. La femme aujourd'hui, elle est encore vue comme ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de me dire, mais c'est pas juste pour nous qu'on fait ça, c'est pour nos enfants. Moi, pourquoi j'ai voulu aller bien? J'ai fait ça pour ma fille, ça a été mon moteur. Et c'est ce que je dis à mes clients, je dis, mais fais-le pour qui tu te fais? Pour qui tu le fais? C'est quoi l'exemple que tu veux montrer à tes enfants? Et c'est là où, en fait, on va faire en sorte que les choses, elles changent. Parce que si on regarde la société, oui, bien sûr, on va nous mettre des pubs avec des hommes qui font la cuisine et qui passent l'aspirateur. Mais la réalité, c'est que 90% des femmes font ça. Et que les hommes, heureusement, il y en a qui changent. Bon, mon mari, il m'aide, etc. Mais il ne m'a pas aidé comme ça. Il a fallu qu'il voit que je passe par la dépression pour m'aider. Donc, c'est en train de changer. Mais c'est trop faible. Il faut le choisir. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Il faut choisir. Est-ce que tu as envie d'avoir une vie médiocre ou est-ce que tu as envie d'avoir une vie où juste tu te sens vivante là? Et c'est ça qui est fort. C'est ça le cœur de tout. Hein. Ah non, mais exactement. Et c'est vrai que même si on est dans une société, puis en plus, nous, on est quand même en Europe, enfin, je veux dire, ça va, il y a quand même de la liberté par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Enfin, ça va. Je ne sais pas s'il faut dire ça va. Mais en tout cas, on n'est pas trop mal lotis. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis de ton mari, il m'aide. Et en fait, ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste normal qu'il fasse sa part. Tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, on a encore le réflexe de dire ou de demander, ouais, bah, tu peux m'aider, tu peux. Mais c'est pas aider, c'est on vit tous les deux sous le même toit. Donc après, l'égalité, bon, je sais pas, t'en as peut-être un, il n'aime pas du tout faire la vaisselle, et puis l'autre, il n'aime pas passer l'aspi ou machin, et puis tu peux. Mais en fait, c'est juste un relais qui devrait être normal.
Tout comme par rapport à un bébé qui arrive dans une famille, bah, c'est normal que les deux parents s'en occupent. Là, peut-être où ils ont plus de facilité ou autre, mais finalement, c'est pas qu'ils doivent nous aider, c'est vraiment plus un investissement global sur tout ce qui est domestique. Parce que, encore une fois, c'est du jour le jour, c'est du day by day, du day by day. Il faut nettoyer la table, du day by day, il faut faire à manger, du day by day, il faut s'occuper quand tu as des enfants, des animaux ou autres. Et c'est vrai que les femmes, de toute façon, portent une charge, c'est prouvé, c'est archi prouvé, documenté, une charge mentale par rapport au foyer qui est plus grande. Et comme tu le dis, c'est une éducation qu'on doit avoir à l'intérieur aussi, nous, pour les générations futures. Bon, moi, je travaille aussi sur tout ce qui est transgénérationnel, donc il y a vraiment un nettoyage des lignées aussi, quand on fait ces choix-là de façon consciente. Après, évidemment, ton mari, c'est pas du jour au lendemain, s'il n'a pas l'habitude de faire des choses, qu'il va tout de suite. Donc, il faut y aller aussi step by step, si c'est la personne que tu aimes et avec qui tu as envie de vivre. Parce que je sais que toi, tu travailles beaucoup au niveau de cette notion du couple, et finalement, c'est de changer le regard. Est-ce que, enfin, comme tu l'as expliqué, est-ce que c'est moi qui à l'intérieur dois aussi changer de regard sur la relation, ou est-ce que vraiment c'est dead et c'est fini? C'est ça un peu peut-être aussi que tu aides les femmes à faire. À ce qui passe où soit elles restent, soit elles partent, mais elles se choisissent. Oui, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, faut qu'elles se choisissent. Si elles peuvent pas continuer comme ça, attendre, il n'y a rien qui changera si on attend. Dans 6 mois, ce sera pas mieux. Il y a toujours des excuses. Mais là, j'étais fatiguée. Là, je suis partie en déplacement. Là, les enfants, ils étaient malades. Là, si, bah là, ils voulaient qu'on voit une thérapeute. Il y a toujours un prétexte. Donc, en fait, la vraie question, c'est okay, qu'est-ce que toi, tu veux, en fait? Moi, je veux aller bien. Ok, bah, en fait, c'est la ligne directrice. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer. Tu n'es même pas en mesure de savoir si tu as envie de rompre ou si tu veux reconstruire. Là, ce dont tu as besoin, c'est juste de savoir qui est-ce que tu es toi, qui est-ce que tu as envie d'être. Si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas sereine, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as aucune idée de. Si tu ne te reconnais pas quand tu te regardes dans le miroir, tu ne pourras pas savoir ce que tu veux pour ton couple. Et même si les choses, elles changent dans ton couple, tu ne seras pas en mesure de le ressentir, de l'apprécier. Donc, la base, c'est toi. À partir de ce moment-là, tu as les idées claires. Une fois que tu sais qui tu es, tu as les idées claires pour choisir. Et quel que soit le choix, soit tu te sépares et c'est avec sérénité, c'est avec confiance et tu es dans ta puissance, soit tu reconstruis le couple, mais dans ta puissance parce qu'il correspond à ce que tu veux, toi, pas à ce qu'on doit avoir dans un couple. Et qui est la raison même pour laquelle tu t'es perdue et tu t'es sacrifiée et tu es malheureuse. Donc c'est vraiment, tout part de soi, ouais. Et est-ce que là, quels sont les blocages que tu rencontres le plus chez tes clientes? Quels sont les blocages, les blessures? Qu'est-ce que tu vois le plus? Alors, la femme qui va, mais c'est tellement classique, qui va se sacrifier, qui va tout donner pour le mari, tout donner pour les enfants. Elle n'a pas de temps pour elle, elle n'a pas d'activité pour elle. Quand elle a du temps libre, elle fait le ménage, ou elle fait le repassage, ou elle range la maison, ou elle va faire les courses. Elle ne s'autorise pas à avoir des sorties avec des amis parce que soit le mari, il ne va pas savoir gérer les enfants, soit il faut faire le repas. C'est des prétextes, je dirais, ménagers, en fait. Donc ça, c'est vraiment une très, très grosse limite. Et après, ce qui arrive, c'est que quand elles commencent à travailler sur elles, à sentir qu'elles vont bien, avant ça, il y a toujours cette peur de « mais si je change trop, il va voir que je change trop, il va penser qu'en fait, je me fiche de lui ou que je suis en train de refaire ma vie ou qu'en fait, je veux rompre. » Tu vois, il y a cette limitation vraiment de « si moi, je vais bien, en fait, ça va nuire à quelqu'un. » C'est vraiment ça. Alors qu'en fait, c'est juste faux. Moi, je dis toujours, mais quand tu aimes quelqu'un vraiment, tu veux juste qu'il soit heureux, quelle que soit la façon dont il est heureux, en fait, tu veux juste son bonheur. Et c'est vrai que c'est encore trop ancré que être, je vais utiliser un mot que je pense, c'est pas le bon mot, mais c'est tellement ce qui vient toujours à l'esprit, c'est prendre soin de soi, c'est être égoïste. Mais soyons égoïstes dans ce cas-là. Pensons à nous. Parce que s'il n'y a personne d'autre qui va penser à nous, comment tu peux. On n'est pas des surfemmes, c'est impossible. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vois, c'est qu'elle ne s'autorise pas des choses pour elle, parce que si elle pense à elle, ça va nuire à la famille, ça va nuire au couple.
Ouais, ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément, hein. Cette notion de si je prends soin de moi, c'est forcément égoïste. C'est dingue. En fait, c'est juste dingue. Oui. Tu sais, hier, j'étais en suivi là, avec une femme magnifique que j'accompagne en coaching et elle me disait, écoute Stéphanie, il y a une espèce d'ambivalence à l'intérieur de moi. Je vais bien, là je suis heureuse alors que mon mari est en train de me quitter. Et elle me dit, c'est pas normal. Je dis, mais si, bien sûr que si, parce que ton rôle sur Terre, alors c'est ma croyance, mais je crois fort, notre rôle sur Terre, c'est d'être heureux. Quoi qu'il arrive, même si on aura forcément des épreuves, des merdes, etc., notre rôle, c'est d'être heureux, heureux et heureuse. Et le couple, c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc, évidemment que tu peux être heureuse alors qu'il est en train de te quitter. C'est le but ultime de ta vie. Tu es juste en train d'être à la bonne place, en fait. Et c'est ça qui est. On ne doit pas s'en vouloir d'être heureux. Les gens qui sont jaloux parce qu'on est heureux, c'est pas les bonnes personnes. C'est tout. Ça fait un tri, ça écrème beaucoup, mais tant mieux, parce qu'ils sont toxiques. C'est pas les bonnes personnes. Ouais, oui, c'est certainement des gens qui n'arrivent pas à passer le pas d'aller vers leur bonheur. Et donc, du coup, bah, forcément, ça critique, ça juge l'autre, qui, lui, prend sa liberté, parce que c'est aussi d'être dans sa liberté. Et effectivement, il y a cette notion, bah, le couple, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas une fin en soi d'être avec quelqu'un. On peut être heureux seul, on peut être heureux avec quelqu'un. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, ben oui, c'est pas ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, c'est ça que ta cliente dit, en fait, c'est qu'est-ce que j'en fais? OK, mon mari me quitte, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste à me larmoyer pendant des ans et des ans, à être victime, à continuer à une espèce de descente aux enfers, ou est-ce que je me dis, bon, bah, OK, il doit y avoir de la tristesse derrière, il doit y avoir de la peine, des pleurs, peut-être de la colère, mais c'est quand même moi qui compte d'abord et je vais me reconstruire, quoi, enfin, d'une certaine façon. Donc, je trouve ça hyper sain de se dire, OK, il se passe ça, mais il y a une part de moi qui a le droit, en fait, d'être bien. C'est fou aussi, hein, cette chose-là où il faudrait afficher un masque. Ah, mon mari me quitte, donc il faut afficher un masque de la femme quittée, malheureuse, au fond du trou. C'est ça, oui. Et je pense aussi, on nous a beaucoup appris à, tu sais, la notion de récompense, là, Mm, avoir une espèce de carotte. Et bah, finalement, bah, là, ton mari, il te quitte, donc tu es en échec. Et pourquoi tu devrais être heureuse, en fait? mm. Tu sais, c'est même pas. C'est juste des croyances. C'est des choses qu'on nous a fait croire, mais encore une fois, on est libre de croire ce qu'on veut, en fait. Oui, et puis cette notion que tu n'es plus en couple, c'est un échec. Oui, La thématique des sorcières, ça me fait penser à ça. Il y a un superbe livre de Mona Chollet. Je ne sais pas si tu connais cette essayiste qui est incroyable. bah, c'est le livre Sorcière. Oui, oui, Ah oui, je l'ai. Mais il est fantastique. sur ces questionnements, tu vois, de la femme, etc. Et donc, il y a ce livre, et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas en couple, elle est suspecte. C'est une sorcière. La veuve, la femme libre, la prostituée, la célibataire. Enfin, voilà, moi, j'associe vraiment à ces choses-là. Et du coup, bah, on a essayé de faire croire que le but ultime de la femme, c'était d'être avec un homme, en gros. Tu sais, et vraiment, il y a cette recherche-là qui est hyper forte, où on a l'impression qu'on n'est pas complète très souvent, hein, dans l'esprit de beaucoup de femmes, si on n'est pas accompagné de quelqu'un. Et la Oui, société nous le renvoie sans cesse, tu vois, avec ce terme d'échec. mais regarde, moi, quand j'étais petite, alors j'adorais les Barbies Mm. et j'avais à un moment, j'avais pas de Ken. Et j'étais là, mais en fait, ça va pas. Ma Barbie, il lui manque un truc, elle a pas son mari. Il lui faut un homme. Maman, il me faut un Ken. C'est dingue. C'est-à-dire que petite, comme ça, euh, enfin voilà, déjà, moi, j'ai ancré cette croyance-là. Et Mm. donc, forcément, bah, j'ai grandi et quand j'étais en couple, eh ben, j'ai tout donné pour mon couple. J'ai vécu pour mon couple. J'ai vécu pour, euh, pour ce qu'une femme doit faire. Ça m'a pas réussi, en fait.
quoique, si, en fait, ça m'a réussi parce que je suis arrivée à la dépression qui a été un vrai cadeau parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Et je suis tellement heureuse. Voilà, j'avais besoin de ça, mais c'est quand même fou que dès l'enfance, on ait des croyances comme ça. Bah, c'est des croyances qui sont ancrées, qui pour moi sont donc, dans l'inconscient universel. Hein. C'est des archétypes, c'est relayé par nos lignées, par notre éducation, et ne serait-ce que par les contes. Hein. C'est toujours le prince qui vient chercher la princesse de façon parfois un peu douteuse. Et après, ils vécurent, se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Et du coup, on est baigné par ça dans l'enfance, à se dire, il faut que je sois une princesse et que je trouve un prince. Et ça, c'est vraiment une façon pour moi de soumettre la femme à des croyances extrêmement fortes, qu'elle ne peut être puissante, qu'elle ne peut être entière par elle seule. Et tu sais, souvent, le mot puissante, c'est un mot qui fait peur. Parce que la puissance, on l'associe à de la méchanceté, à de la colère, à de la haine, tout ça. Et donc, il y a forcément cette idée de puissance, colère, tristesse, je vais être une mauvaise personne. Non, en fait, tu vas juste être une femme qui te respecte. C'est tout. C'est tout. Une femme dans sa puissance, c'est une femme qui s'aime, c'est une femme qui se respecte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui agit, c'est une femme qui refuse de souffrir. Elle va chercher son bonheur, elle va le créer. Elle fait de mal à personne. Elle va juste créer ce qu'elle veut, en fait. Et elle a conscience, oui, que certains choix vont changer sa vie. Mais c'est exactement ce qu'elle veut. Elle se fait juste un minimum confiance pour se dire que ce sera mieux après. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que cette notion de puissance, tout de suite, ça fait un peu peur par l'image que doit avoir une femme, de se taire, d'être bien gentille et bien sage. Et là, quand on parle de puissance, c'est un équilibrage, pour moi, énergétique entre le yin et le yang. C'est entre... on peut être puissante et douce, en fait. C'est pas antinomique. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir. La puissance, elle vient pas forcément de la force. Elle vient pas de la violence. La puissance, c'est pas la violence. Donc, on peut être extrêmement puissant en étant hyper doux, hyper calme. C'est ça. Je me souviens une fois, j'avais une coach à moi, elle m'avait donné un exercice. Elle me disait, quelles sont les femmes qui t'inspirent? Et elle me disait, pourquoi est-ce qu'elles t'inspirent? Et on peut donner le même exercice. Là, c'est, quelles sont les femmes qui vous inspirent, quand vous écoutez ce mot puissance, qui vous font penser à ça de façon, mais vraiment, voilà, dans le respect, dans la bienveillance. Regardez ces femmes. Est-ce qu'elles sont méchantes? Est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont dans le enfin, pas le mauvais, c'est pas le mot que je veux dire, mais oui, dans la haine, dans la colère? Non, c'est pas ça. Moi, quand je pense à une femme puissante, je pense à qui? Je pense typique, à Simone Veil, tu vois, ce qu'elle a fait. Mais on peut même aller moins loin. Je pense à quoi? Je pense à Oprah Winfrey. Je ne veux pas dire son nom, c'est un peu compliqué, mais tu vois, chacun choisit ce que tu veux croire, en fait. Ouais, exactement. C'est plus français. Ah, c'est marrant, moi aussi, j'adore Simone Veil, c'est vraiment un énorme exemple. Et ça me fait penser plutôt justement à ces femmes qui vont aller se battre pour d'autres femmes. C'est une puissance au service d'eux, au service du féminin, au service de la liberté aussi, au service de l'amour et de la bienveillance, parce que, malgré tout, c'est une femme qui a énormément œuvré pour les droits d'autres femmes. Donc là, on est plus même dans de la sororité, c'est-à-dire que la femme puissante, elle a tellement travaillé sur le manque d'estime d'elle-même, le manque d'amour d'elle-même, elle est tellement à un haut niveau d'amour qu'elle aime les autres, on en revient à ce qu'on disait au début, et qu'elle œuvre pour les autres. Et qui a pu, tout ce qu'on essaie aussi, pour moi aussi, c'est encore ce patriarcat qui essaie de nous liguer les unes contre les autres, qui essaie de nous séparer, de nous diviser, alors que l'union fait la force. Et que ce travail-là, encore une fois, qu'on va prendre personnellement, toutes les femmes qui vont se dire à un moment qui je suis et qui vont aller à la recherche de qui elles sont, elles œuvrent pour les lignées, donc pour leurs enfants, mais je trouve qu'elles œuvrent pour les femmes en général et l'humanité en fait. Ah oui. L'humanité, parce que de ramener plus de connaissances de soi,
bah, les hommes aussi vont se réajuster. Il y a des hommes aussi qui sont en recherche et qui essaient de trouver quelque chose qui va permettre à tout le monde de vivre plus dans la paix, l'amour, la bienveillance, que justement les guerres, les violences, le mal-être, la tristesse. Hein, on essaie de se sortir de ces espaces de culpabilisation, de honte. Mais c'est un vrai chemin. Hein. Je ne sais pas combien de temps toi tu accompagnes les personnes que tu accompagnes, mais c'est un vrai chemin. C'est un chemin, oui. Je te dirais qu'en fait, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que moi, en général, j'accompagne les femmes sur 3 mois, mais même quand j'ai fait des accompagnements qui étaient plus courts, alors c'était des formats intensifs, mais ça peut aller tellement vite à partir du moment où tu as juste, déjà, si tu as la motivation profonde, déjà, tu es en train de créer ton chemin. Et après, moi, je travaille beaucoup avec le rapport au corps. Donc, c'est vraiment ça qui leur permet en fait de se guider. Et à partir du moment où tu comprends ton corps, où tu le respectes, où tu le conscientises, c'est là où en fait euh, tout change. C'est pas nécessairement long, par contre, c'est quelque chose que tu feras toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu comprends tes schémas, où tu comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça, pourquoi tu t'es raconté ça, pourquoi tu as toujours eu ces habitudes-là, etc. À partir de ce moment-là, en fait, tu vis ta vie et en même temps, tu observes et tu dis, oh, ok, là, je viens de comprendre ça. Là, je viens de comprendre ça. Là, mon père, il vient de dire un truc, je comprends pourquoi moi, j'ai ce schéma-là. Ah ben là, tu vois, tu te comprends. Donc, en fait, c'est rapide et c'est quelque chose qui se fait de façon fluide tout au long de la vie. Mais ça demande de le faire. À partir du moment où tu ne t'engages pas et où tu te laisses porter par la vie en étant sans réfléchir, pas sans réfléchir, mais tu sais, sans agir, sans vraiment faire de travail sur toi, ben, comme tout, en fait. C'est comme si tu attends que ton vélo il pédale tout seul, ça n'arrivera pas. Oui, voilà, c'était ça, tu vois, c'était dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a personne qui va faire pour toi. Quand je dis que c'est long, c'est effectivement les prises de conscience, elles peuvent aller hyper vite. Elles peuvent être là, présentes hyper vite. Et après, c'est je mets en place. Et petit à petit, il y a des couches d'oignons parce qu'il y a les premières prises de conscience, les plus fortes, les plus là, prêtes à se manifester à toi, les plus urgentes pour que tu puisses enclencher le pas du changement avec tes actions, avec, comme tu l'as dit, je pense aussi que le corps, il faut vraiment l'écouter, aller chercher les émotions aussi qui sont cachées derrière. Et après, c'est un peu à chaque fois. Mais après, c'est toute la vie. Mais après, je pense qu'on a comme un mécanisme où on est dans des espaces d'observation. Ça devient de plus en plus facile, en fait, de s'ajuster. Ah oui, c'est ça. C'est qu'après, tu comprends. Moi, tu sais, je prends toujours cette espèce d'image, mais aujourd'hui, au début, quand tu commences un travail sur toi, c'est comme si tu essayais d'atteindre une étagère qui est à un certain niveau. Tu travailles, puis à force de travailler, tu arrives à atteindre cette étagère-là. Et puis après, tu continues, ton étagère, elle est un petit peu plus haute. Mais tu n'as pas plus d'efforts à faire, en fait. Tu as juste tu sais, elle est à ton niveau. C'est vraiment tout ce qu'on apprend sur nous, c'est toujours acquis, ce qui fait que le prochain niveau, il est tellement plus facile. Tu as juste à tendre le bras après. C'est un peu ça. Au début, oui, c'est compliqué parce que tu sors d'une identité qui est plus bonne. Tu dois créer une nouvelle identité, créer des nouvelles des nouvelles façons de penser, des nouvelles observations, des nouvelles habitudes, en fait. Et une fois que tu sais qui tu es, tout ça, c'est tellement plus facile. Ah ben oui, déjà, dès que tu commences à connecter à tes besoins, vraiment, et puis à les nourrir aussi. Hein. Tu vois, une fois que tu sais un peu plus vers où tu veux aller, tu peux les nourrir. Et là, tu respires énormément. Hein. Oui. C'est vrai que c'est un travail qui est hyper important. Et je vois que les femmes en ont beaucoup besoin, en fait. C'est essentiel. Femmes et hommes, pour avoir accompagné des hommes, les hommes n'ont pas de notion de ça. Et alors, forcément, on a des mécanismes qui sont différents, mais ils n'ont pas de notion de ça. Mais tout le monde en a besoin. Et tu sais, je prends toujours l'exemple
le fait d'aller aux toilettes, là, l'envie de faire pipi, là. Combien de fois on se dit, mais j'irai plus tard, je termine ce que je fais, puis j'irai plus tard. Mais en fait, tu y vas plus tard, c'est-à-dire que tu ne donnes pas assez d'importance pour éliminer de ton corps des toxines. En fait, ton corps, quand tu urines, c'est des toxines qu'il élimine. C'est-à-dire que si tu te donnes pas ce temps-là, tu ne peux pas te faire confiance, c'est-à-dire que tu ne te respectes pas. Donc, on a besoin de tout passe par le corps parce que c'est le corps qui fait qu'en fait, on se sent en sécurité pour que derrière, le changement qu'on va enclencher, la tête, elle dise, OK, c'est bon, en fait, tu me respectes, je sens que je suis considérée, c'est bon, je vais y aller. Tout passe par le corps. Enfin, moi, je suis convaincue. Oui, oui, moi aussi. Hein. Vraiment, les choses se cristallisent par le corps. Parce que pour moi, s'il y a les prises de conscience, mais que ça reste que dans la tête, en gros, on peut aller voir un psy pendant des années et que rien ne se passe. Pour moi, le travail effectif, quand on fait un travail de coaching, thérapeutique, de connaissance, de recherche de soi, évidemment, il faut que ça passe par les émotions, le corps, et qu'à un moment, ça se manifeste dans notre vie. Il doit y avoir des manifestations, des mouvements. Soit toi, ton propre regard change, des relations avec des personnes, même si les personnes ne travaillent pas elles sur elles, mais comme toi, tu es en train de changer les lignes, et ben, la relation change. Voilà, il doit y avoir pour moi des manifestations dans la matière. C'est pas juste quelque chose qui reste dans le mental, parce que sinon, on peut aussi vite être sur son petit vélo, le petit vélo mental, ou avoir l'impression, ah oui, ça y est, c'est bon. Et en fait, si rien ne change dans ce qui est effectif, c'est qu'il y a un endroit, il y a encore un petit verrou, il y a encore un petit truc qui n'est pas totalement conscientisé, compris, vécu dans le corps. 100%. Ah oui, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, la première, quand je sens qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à intégrer, je sais que ça bloque en fait quelque part dans mon corps. Donc, tout passe par là. Et ça a même été prouvé. Il y a des maladies qui se développent à cause de stress, d'anxiété. Parce que le corps n'est pas pris en compte, n'est pas pris en enfin, on ne considère pas. Donc, ça provoque tout ça. Donc, tout passe par le corps. C'est essentiel. Tout comme, on pourrait aller tellement plus loin, mais ce dont on va se nourrir de façon littéraire, mais même de façon concrètement, là, tout passe par là. Donc, c'est ça qui fait que c'est le nouveau moteur. Ah si oui. tu veux avoir confiance en toi, si tu veux avancer, commence à écouter aussi ton corps. C'est la base de la base de la base. Ouais, il y a un super livre que j'ai commencé à lire, mais je n'ai pas encore fini, mais ça c'est normal, j'en lis toujours 5 ou 6 à la fois, mais qui est super, qui s'appelle « Quand le corps dit non, le stress qui démolit » du docteur Gabor Maté. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non, quand le corps dit non, non. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce dont tu viens de parler, ce lien entre l'émotionnel, le vécu, ce qu'on garde et les manifestations ensuite dans le corps. Voilà, moi c'est vrai que je travaille aussi l'énergétique, etc. dans mes accompagnements et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée avant la maladie. Pour moi, elle se crée déjà, elle peut se créer avant. Alors, il y a aussi des choses externes, hein. On ne va pas enlever les problématiques écologiques, les choses peut-être aussi génétiques, etc. Mais quand même, il y a souvent des facteurs qui sont d'ordre émotionnel, traumatique, ou même pas forcément super traumatique, mais ne serait-ce que quand ton corps il te dit non, ne va pas, arrête d'aller dans cette direction, arrête, et que tu ne l'écoutes pas, bah là, il va manifester de plus en plus, en fait, sa position. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc, lui, c'est un docteur, il a eu plein de patients, il a pu développer ça sur des décennies d'effets, en fait, de cause à effet. Bon, c'est quand même de plus en plus reconnu quand même, hein, les aspects aussi psychologiques sur certaines maladies et tout ça. Hein. Oui. Mais du coup, voilà, de faire ce travail pour enlever les masques, ça aide aussi à avoir ça a une répercussion sur sa santé globale, en fait, sa santé psychique et sa santé physique. 100%. 100%. Moi, tu vois, quand j'ai enlevé mon masque, ou mes masques, parce que j'en avais à peu près 1 million de masques sur moi, j'ai reconnecté à
la cartomancie. Tu vois, c'est quelque chose que je faisais quand j'avais à peu près 15 ans, puis après, j'avais arrêté. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je me sentais un peu la seule de mes copines à faire ça. Et progressivement, j'ai renoué avec ça. Et maintenant, tout le monde dans ma famille sait que je fais ça, mais tous mes amis savent que je n'ai pas de honte avec ça. Mais avant, jamais j'aurais osé faire ça. Écouter une envie que j'avais qui était bizarre, qui était bizarre en fait, un peu la honte, quoi. Hors cadre, qui était Hors hors cadre, trop différente. C'est ça, ouais, trop différente. Déjà que je me suis toujours sentie un peu différente. Alors là, si avant je l'aurais dit, je pense que j'aurais eu trop honte, quoi. Et en fait, maintenant, je m'en fous d'avoir honte. Et ouais, et ça c'est aussi le deuxième effet, entre guillemets, qui se coule. C'est-à-dire, à un moment, ben, tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Et même si ce que tu fais, tes besoins profonds, ça va toucher des domaines moins normés. Là, comme tu dis, le fait d'avoir cet accès aux cartes, cette appétence et tout ça, ben, en fait, tu vas les faire de façon hyper naturelle et tu vas plus te poser la question si ça va plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Et si ça leur plaît pas, ça leur appartient. Et comme tu dis, ça fait un tri, en fait. Ça fait un tri sur les personnes qui t'aiment vraiment et sur les personnes qui s'étaient juste attachées au masque que tu as bien voulu leur faire voir avant. C'est ça. Et ils t'aimaient pas pour les bonnes raisons, en fait. Donc, tant pis. C'est pas facile, mais si tu veux vraiment être cette personne-là, si tu sais que c'est ton identité, que c'est ton bon chemin, que c'est bon pour toi, en fait, tant pis. Tant pis si ton mari il te délaisse parce que tu changes trop, parce que tu n'es plus la bonne personne, même si ta meilleure amie, elle est moins présente, tant pis, c'est pas grave. Il y a tout, moi j'ai une croyance que il y a tout, enfin, le meilleur est toujours en train de venir. Tout ce qui se passe, c'est toujours pour le meilleur. Donc oui, ça veut dire que des fois, on doit affronter des situations qui font mal, mais il y a toujours le meilleur derrière, en fait. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Toi, tu as ressenti quand justement tu as commencé à aller vers la connaissance de toi-même, qu'il y avait des personnes qui s'éloignaient de ton entourage, des personnes… Je pense que j'ai fait le tri de moi-même, en fait. J'ai fait le tri et je me suis ouverte à des personnes. En fait, je me suis juste ouverte. J'étais très timide, très renfermée et je laissais très peu de personnes rentrer dans mon univers. Tu sais, je gardais mes amitiés d'avant, etc. Et finalement, plus j'ai commencé à être vraiment moi, plus je me suis ouverte et je me suis permise de parler à des gens sans se dire en fait, je m'en fous si on n'est pas amis, ou sans avoir d'attente. Je me suis ouverte plus facilement à d'autres personnes et je dirais que je suis tombée sur des amis qui sont pile les bonnes personnes pour moi, en fait. Tu sais, j'ai des vraies amitiés, là. Des amitiés sincères. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un tri naturel qui se fait. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, je vois bien dans toutes les démarches comme ça, dès qu'on commence à mettre un peu le doigt dedans, c'est obligatoire, en fait. Il ne faut pas avoir peur de perdre parce que soit même de faire le tri, de se dire, bah non, en fait, cette personne, elle ne me correspond pas du tout et je suis en lien avec elle pour de mauvaises raisons, que les personnes qui vont partir parce qu'ils vont dire, ah, t'es plus la même, on ne te reconnaît plus ou je ne sais trop quoi. Bah oui, en fait, ils se sont fixés sur des choses et c'est pas de changer du tout pour le tout, hein, mais c'est normal. Je pense que les vibrations changent, bougent et du coup, ça, comme tu disais, c'est pour le mieux, c'est-à-dire que pour moi, l'univers n'aime pas le vide. Donc, dès que tu vas te défaire de tes liens toxiques, dès que tu vas retirer ce qui n'est pas essentiel, eh ben, il y a des nouvelles choses qui vont arriver et qui vont être en concordance avec qui tu es. Donc, c'est vrai que même les femmes qui sont en relation et qui ont peut-être peur de perdre leur conjoint, garder dans l'esprit que si c'est le cas, parce que ce n'est pas une obligation, toi, tu as eu une reconstruction avec un re-amour et ça, je trouve ça aussi magnifique, tu vois, de pouvoir se dire, c'est pas parce qu'on traverse une période difficile avec le conjoint qu'il faut tout mettre à la poubelle. Et ça, c'est fort. Et de se dire que quoi qu'il arrive, ça sera du mieux, du plus en lien avec notre essence profonde
Et donc de la joie, de l'amour. Enfin voilà, ça va développer toutes ces belles émotions, toutes ces belles qualités. Oui, c'est tellement important ce que tu dis. Il y a tellement cette croyance que, bah, en fait, si ça va pas, il faut qu'on rompe. On rompt et on rompt et ça ira mieux. Et c'est tellement faux de se dire que c'est pas le fait de se séparer là qui va faire que toi, tu vas être heureuse. Ben oui, oui, c'est ça. C'est pas, enfin, ça peut être la solution aussi, hein, mais ce n'est pas que cette solution-là. Oui, c'est ça. C'est que moi, je leur dis toujours, mais en fait, tu peux rompre, tu peux rester. En fait, on s'en fiche. C'est juste, si toi, tu fais pas de travail de reconstruction, en fait, tu vas retomber sur les mêmes schémas. Soit ton couple, il va continuer à aller mal parce qu'il n'y a aucun travail qui sera fait. Soit tu vas retomber sur des relations qui ne vont pas te correspondre parce que tu vas, encore une fois, il y a ta base, ta sécurité à toi, elle n'est pas là. Donc, c'est la base de la base. Ouais. Non, mais super, c'est super intéressant. Du coup, Stéphanie, toi, comment tu accompagnes les gens? Comment ça se passe? Tu as un programme? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, dis-nous tout un petit peu sur le côté plus pratico-pratique de la façon dont tu accompagnes et voilà, qu'est-ce que tu peux proposer s'il y a des femmes qui écoutent ce podcast et qui sont intéressées par tes programmes ou voilà, ce que tu peux leur proposer. Alors, moi, je propose aux femmes de commencer directement avec mon programme qui s'appelle Vivante. C'est la base de la base. C'est vraiment un ensemble d'outils que moi, j'ai mis en place il y a 10 ans, que j'enseigne tous les jours à mes clientes et qui a vraiment pour but de les faire sortir de cet enfermement mental, de ces questions, est-ce que je reste, est-ce que je pars, ça va pas. Tu sais, toutes ces milliers de questions qu'elles peuvent se poser au quotidien et qui font que H24, elles dorment, elles mangent et elles se réveillent avec les problèmes de leur couple. Donc ça, c'est vraiment ce qui va leur permettre de souffler et de sentir que voilà, là, je sens que je commence à reprendre le contrôle de qui je suis. Donc c'est vraiment le début. C'est un programme qui est à 29 € et qui est juste excellent. Et puis après, on voit sur du coaching. Là, c'est des formats individuels. Donc après, on échange toutes les deux. Mais vraiment, je conseille toujours de commencer par ça parce que c'est la base. Pouvoir avoir un sentiment de sérénité, c'est ce qui va faire que derrière, tout va pouvoir enfin aller mieux par la suite parce qu'on se sent en sécurité. Oui, ça, c'est très important. Donc, c'est ce programme-là. Et puis après, tu vois avec les femmes pour éventuellement un coaching individuel. Oui, ouais. Bon, bah, c'est super. Écoute, Stéphanie, je suis vraiment ravie de cet échange. J'espère que ça aura été instructif et enrichissant pour les personnes qui vont nous écouter. Je ne sais pas, est-ce que tu as envie de dire une dernière chose, intervenir, quelque chose qui te vient, l'envie? Oui, déjà, je te remercie, Estelle. Merci sincèrement. Et je leur dirais de se demander combien de temps elles se donnent en fait à continuer à être malheureuses. Et est-ce que c'est vraiment un choix ou qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, quoi? Tu te donnes combien de temps pour continuer à être malheureuse? Et c'est terrible comme question, c'est violent, mais on a besoin aussi des fois d'avoir des, des petits coups de boost, des petits déclics comme ça qui font que, ok, en fait, j'en ai marre. En fait, je vais agir. Je vais être cette femme que j'ai besoin d'être. Parce que autorisez-vous à être ça. Vous êtes tellement plus heureuse, mais dans tous les aspects de votre vie, c'est ça, c'est que tous les aspects de la vie, après, changent à partir de ce moment-là. Ben, merci beaucoup Stéphanie. J'espère que voilà que ça vous a plu ce podcast d'interview. Moi j'adore en fait, j'adore faire ces partages, ces échanges de points de vue. Donc je vais essayer d'en parsemer un petit peu plus dans les podcasts. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à faire des commentaires, à aller aussi liker l'Instagram de Stéphanie. Et on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.